Ok, bonjour à tous. Je suis Vincent Demassier, je suis le secrétaire de l'URF France. J'ai pas témoigné sur mon parcours, surtout l'entente de voix, mais plutôt comment j'ai été obligé de faire changer mon psychiatre et la psychiatrie qui m'entourait quand j'ai connu l'entente de voix. J'ai eu la chance de connaître les groupes d'entente de voix où petit à petit, j'ai avancé en trouvant des solutions pour faire face, comprendre pourquoi elles étaient là, travailler. Mais en même temps, j'étais encore sous contrainte, j'étais encore sous HO, même si j'étais avec des permissions. Permissions d'ailleurs qui duraient de plus en plus, parce que quand j'ai connu l'entente de voix, je ne suis plus jamais rentré dans un hôpital pour y dormir, ce qui est quand même génial. Mais j'ai été obligé de travailler parce qu'il y avait cette contrainte qui était là derrière. Et puis, en avançant dans les groupes d'entendeurs de voix, j'avais aussi besoin de me reconnecter à mes émotions. Et j'étais avec un traitement neuroleptique qui était tellement énorme. 7 fois la dose d'autorisation maximum de mise sur le marché sur le dernier neuroleptique que j'ai eu, plus les anxiolytiques, plus ceci, plus cela. Enfin, j'étais une pharmacie ambulante. Et puis en même temps, j'étais obligé, parce qu'on me laissait un peu de liberté, que j'étais sous contrainte, sous HO, de me plier un peu aux exigences de la psychiatrie, d'y aller, même s'ils ne comprenaient pas ce que c'était que l'entente de voix. Mais je devais obtenir des choses. Et du coup, j'ai dû former un petit peu mon psychiatre à l'entente de voix, mais aussi peut-être au rétablissement. C'est-à-dire que moi, j'en avais besoin pour me permettre de continuer mon parcours de rétablissement, mais je suis sûr aussi maintenant, avec le recul, et puis quand j'en parle avec lui, que j'ai peut-être aussi contribué à son propre rétablissement, ce qui est plutôt pas mal. J'ai été obligé de changer mon psychiatre parce que maintenant que grâce au groupe d'entendeurs de voix, j'avais repris le pouvoir sur ma vie, que j'avais à nouveau des envies, que j'avais envie de changer les choses, changer mon traitement, il y a quand même une question qui se posait, c'était comment on parlait avec mon médecin. Et on parle beaucoup de toutes les croyances. Voilà, il y a quelque chose qui revenait constamment, c'était la croyance sur Dieu. Quelqu'un m'a parlé de Roald Kohlmann avec Patsy Hagen, si je me trompe pas, qui lui avait parlé de religion. Et puis, mon psychiatre, pour moi, c'était. Moi, c'est ce qui me reflétait, soi-disant un Dieu, parce qu'après tout, c'est lui qui avait tout pouvoir en psychiatrie, c'est lui qui décidait de tout, c'est lui qui disait oui, amen, qui disait on vous enferme, on vous fait ceci, on vous fait cela. Et comme je voulais absolument baisser les traitements, parce que j'avais besoin de reprendre contact avec les émotions, j'ai été le voir un jour. Enfin, j'ai été le voir, j'étais convoqué. Je lui ai posé une première question, je dis au fait, là on parle toujours de moi, mais j'ai juste une petite question par curiosité, mais j'aimerais savoir, je dis vous êtes croyant? Et il me regarde et puis il me dit bah oui, mais je suis pas pratiquant, mais un peu. Mais il a quand même répondu. Et je lui dis ah bah ça me rassure, dans ce cas-là, je suis sûr que vous n'êtes pas Dieu. Il me regardait un peu bizarre, mais c'était important de positionner les choses. Et puis je lui ai dit bon bah maintenant, dans ce cas-là, c'est qu'on peut discuter, on peut parler de traitement, on peut parler de tout, on peut parler de mes soins, parce que je dis, enfin, mes soins à l'époque c'était le traitement, c'est tout. Plus que ça, après c'était du. Je me mets dans des cases pour m'occuper. Le traitement, c'est le soin. Le soin, c'est le traitement, enfin, c'est le traitement chimique. Et donc, je lui dis, bah voilà, je voudrais qu'on en parle et tout, et puis que vous m'expliquiez exactement ce que c'est que mon traitement. Parce que, après tout, je ne savais pas trop, en fin de compte. Je faisais quand même à l'époque encore près de 200 kilos, j'avais encore la tête de travers, le bas, les tics, tout ce qu'il y avait, mais j'avais envie de reprendre le pouvoir sur ma vie. Et puis donc, il m'explique. Il me dit, oh, ça sert à ça, ça. Puis je dis, mais il y a des trucs qui me servent à rien, en fin de compte. Et puis, du coup, je lui parle de moi, en quoi ça me desservait. Et ça m'empêche de ça. Puis là, j'ai envie d'avoir accès à mes émotions, mais ça m'empêche aussi. Et puis, alors là, c'était tout de suite, ouais, mais ça, c'est pas grave, voilà, c'est pour te stabiliser. Et là, je lui dis, mais moi, j'ai pas envie d'être stabilisé. Moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'avancer. Et c'est pas une seule fois que j'ai dit tout ça. C'est petit à petit, parce que déjà, j'aurais pas eu la force de le dire, parce que j'avais eu peur de mon psychiatre. Parce que le psychiatre, c'est celui qui vous enferme. Si vous n'êtes pas sage, si vous n'êtes pas
dans son choix. Et du coup, j'ai dit, moi, ça m'embête pour ça. Puis, à force de négocier, j'arrive à baisser un petit peu mon traitement. De temps en temps, j'anticipe un peu ses réactions. Alors, au niveau du traitement, moi, je l'avais arrêté plein de fois. Directement à la case-prison, c'est-à-dire que je me retrouvais dans un hôpital, enfermé, sous contention, avec tout le toit. Et là, lui, il n'avançait pas aussi vite que moi. C'est-à-dire que moi, je commençais mon parcours de rétablissement. Je ne voulais pas arrêter le traitement complètement parce que j'avais peur de complètement m'effondrer. Mais en même temps, j'avais besoin d'accès à mes émotions parce que quand on fait un travail sur les voix, qu'on veut apprendre à les maîtriser, à comprendre pourquoi elles sont là, on a besoin de comprendre aussi ce qui se passe autour de nous, on a besoin d'être dans la réalité de nos émotions et pas des trucs qui sont complètement qu'on n'arrive plus à ressentir. Et à chaque fois que je devais négocier avec lui, il me sortait plein de mots scientifiques. Mais oui, mais ça sert pour ça, des mots que je veux pas apprendre. Voilà. Mais ça, c'est telle pathologie, c'est tel symptôme, tel ceci. Mais à un moment, je lui dis stop. Je dis, je comprends rien à votre langage. Je ne peux pas parler avec des mots comme tout le monde. Je dis, parce que là, vous me parlez, mais en fin de compte, je suis un malade. Je suis que ça pour vous. Moi, j'étais plus un malade, hein. J'étais plus schizophrène, j'étais Vincent avant tout. Et du coup, je l'ai obligé à sortir de son vocabulaire pour que je comprenne. Et maintenant, à chaque fois qu'il me disait un mot qui était un peu bizarre, qui était un tel symptôme, ou tel ceci, ou tel cela, des mots, voilà, je faisais même plus l'effort de comprendre, mais je lui disais, je comprends pas. Et c'était devenu un jeu entre nous, de redevenir dans un langage commun à tout le monde, quelque chose de compréhensible, qui soit plus sa science contre moi, pauvre malade, ou pauvre fou, pauvre schizophrène. Mais du coup, j'avais les mêmes mots que lui, pour pouvoir lui répondre, lui dire non, là, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus se réfugier derrière des mots scientifiques, derrière des mots médicaux, pour dire mais non, c'est vous, c'est ça, ça, ça. Et puis j'ai repris le pouvoir comme ça petit à petit. Du coup, il a commencé à m'écouter différemment. J'ai pu commencer à lui faire comprendre que ce que lui me mettait dans les cases de symptômes, non, de temps en temps c'était des réactions tout à fait logiques. J'ai pu lui faire comprendre que oui, quand j'entendais des voix, moi je les entendais bien. Et que de temps en temps, si j'étais révolté, en colère, c'était pas parce que je pétais les plombs, mais c'est parce que c'était une réaction logique à ce que j'entendais. Ou c'était une réaction logique à ce que je vivais dans le rejet de l'expérience que j'essayais d'expliquer aux gens. Parce que dites-vous que quand vous souffrez, parce que vous avez des voix qui vous malmènent, vous voyez des choses qui sont horribles, et que en face de vous, quand vous essayez de les expliquer, les gens vous disent, dans leur langage, c'est de l'hallucination. C'est ta maladie. Mais ça veut dire qu'on rejette totalement ce qu'on vit. Et à partir du moment où je lui ai dit, il a accepté de dire, ok, c'est ce que tu vis. Il met pas, dans mes réactions, il ne voyait pas ça comme étant un symptôme, mais il voyait ça comme étant une réaction logique à ce que je vivais. Et du coup, il rentrait avec moi, non, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour ça? Et automatiquement, il se dit, mais en fin de compte, oui, peut-être que les traitements ne sont pas toute la solution. Il n'est pas devenu anti-médicament pour autant, hein, je vous rassure. Enfin, c'est dommage, mais bon. Mais petit à petit, comme ça, j'ai avancé. Moi, j'ai pu continuer mon parcours de rétablissement, devenir quelqu'un, comme je suis maintenant, super heureux. Et puis en même temps, il a commencé à me demander d'intervenir, non pas auprès de qui que ce soit, mais simplement auprès de lui. Parce que discrètement, dans les couloirs, il vient de voir, il me dit tiens, en fait, Vincent, si quelqu'un comme toi entend ça et ça, comment tu ferais, toi? Et dans ton groupe, comment ils font? Et tu crois que je peux lui conseiller? Je dis bien sûr. Et petit à petit, comme ça, je suis rentré. Alors après, j'ai rencontré un autre psychiatre d'un autre service, parce que je n'ai pas le droit d'intervenir dans le service psychiatrique où j'étais issu. Et puis on a commencé à faire des consultations entendeurs de voix. Et là, ça a été pas si facile que ça, parce que le psychiatre était partant pour que je l'aide. Lui, il n'est pas entendeur. Il a besoin, entre guillemets, d'un traducteur, d'un expert, de quelqu'un qui le remette un petit peu de temps en temps, peut-être en force, mais dans ses souliers, en disant attends, là, fais attention à ce que tu fais. Tu redeviens un médecin banal à rendre
un diagnostic ou à poser telle ou telle chose. Et puis, j'étais aussi le garant d'une certaine liberté. Parce que quand on commence à faire un travail avec son psychiatre, et qu'on n'a pas de groupe, ou qu'on ne peut pas aller dans les groupes, si on commence à parler des voix, il y a la terreur des gens en face. Parce que quand vous dites que les voix sont terrorisantes, qu'elles vous poussent à ceci ou à cela, ou qu'elles vous disent des choses horribles, en face, les professionnels sont en train de se dire « mais il va super mal, on va l'enfermer ». Soit parce qu'ils s'imaginent que c'est insoutenable, alors que c'est ce qu'on vit depuis tant des années, et que là, c'est la dose où on est à peu près bien. Voilà. Et donc, il a besoin de ce recul, il a besoin aussi de pouvoir se positionner, à savoir comment poser les bonnes questions. Il était très ouvert à dire « ok, j'accepte tout », mais il avait quand même, entre guillemets, encore ses limites à revenir toujours au médical. Et donc, j'apportais aussi la confiance aux autres entendeurs qui venaient dans ces consultations pour parler enfin de leur voix, parce que j'étais aussi une sorte de caution, pas le tampon approuvé par les usagers, hein, mais en tant qu'expert, que moi je mettais en mon droit qu'on m'avait donné de dire non, ce qui est ici, c'est pas répété dans le reste de la structure. C'est dans cette consultation-là, quoi que vous disiez sur vos voix, ça ne sera pas répété, ce ne sera pas en réunion de synthèse, ce ne sera pas ceci, et ça restera ici. Et du coup, les gens pouvaient commencer à parler, réellement. Et ce psychiatre, il a découvert plein de choses qu'il ne soupçonnait même pas sur l'entente de voix. Et du coup, il y a eu des résultats qui ont commencé à se montrer. Et du coup, moi, j'ai pu, en tant qu'expert d'expérience, de ma propre expertise, il avait une expertise qui était, voilà, et que dans l'écoute, il pouvait aussi faire ressortir son expertise. Et petit à petit, comme ça, j'ai pu rentrer en psychiatrie, à force de les bousculer. Les consultations, maintenant, il y en a plusieurs dans un service qui en font. Il y a 4 consultations en temps de voix, 4 personnes, il y a un psychiatre, une psychologue, 2 infirmiers qui font des consultations en temps de voix, avec moi. Voilà. De toute façon, ils ne se sentent pas légitimes pour le faire sans moi. Et dernièrement, ce qui est génial, c'est qu'ils sont en train d'essayer de demander à un autre entendeur, voilà, de faire des consultations aussi. Parce qu'ils se disent que, voilà, ils savent pas tout, ils ont leur expertise, ils ont peut-être d'habitude d'accompagner, mais que maintenant, ils pourraient plus passer dans les consultations entendeurs de voix des experts d'expérience. Moi, je suis encore avec eux, parce que, voilà, ils veulent être formés, ils veulent apprendre plus, mais ils veulent, au fur et à mesure, essayer de léguer la place. Voilà, qu'à l'arrière, ça va même des consultations qui soient faites que par des entendeurs, sans professionnels. Alors là, c'est un pôle qui souhaite ça. Maintenant, il y a le grand établissement public de santé mentale dont ils dépendent, qui est un peu plus réticent en disant, attendez, un entendeur qui fait des consultations, c'est quoi ce délire? Voilà. Comme quoi, les psychiatres peuvent être délirants d'après les autres. Mais ça avance. Et puis, à force qu'on s'impose, qu'on fait bouger la psychiatrie, parce que si la psychiatrie ne bouge pas, je suis désolé, c'est nous, entendeurs, mais c'est nous dans n'importe quelle souffrance, peu importe les diagnostics qu'on a eu, on s'en fout à la rigueur. C'est à nous de la faire bouger. C'est à nous de trouver les moyens. Parce que s'ils nous mettent des limites, eh ben, on n'a qu'à rentrer dans leur jeu. On n'a qu'à les bousculer petit à petit. C'est pas la peine de rouler dans les brancards comme je faisais avant, parce qu'avant, mes psychiatres, je ne pouvais pas les sentir. De toute façon, c'était une corvée d'aller les voir, et à la rigueur, si j'avais pu les tuer, je l'aurais fait de temps en temps. Tellement j'en pouvais plus. Et puis de temps en temps, c'est de les remettre dans le bon sens, parce que mon plus grand rôle, et c'est aussi pour ça qu'on m'appelle, c'est aussi que de temps en temps, je leur dis, mais arrêtez de penser en maladie. Arrêtez de raisonner en termes de maladie. Pensez qu'en face de vous, vous avez des humains qui ont des réactions normales. Je ne sais plus qui discutait ce matin avec un couple qui était charmant, de la région de Toulouse, et j'aurais donné cet exemple-là. S'il y a une personne dans le couple qui est entendeur, ou qui est suivie en psychiatrie, qui s'engueule avec son mari, automatiquement, comme elle est souffrante, ça va être de la pathologie, ça va être de la maladie. Et son mari qui s'engueule sur le même sujet avec elle, c'est normal, c'est une dispute de couple, ou à la rigueur, c'est normal, parce qu'en plus, comme elle est souffrante, elle doit être chiante, elle doit être ceci, elle doit être cela. Voilà. Et de temps en temps, c'est simplement de dire, mais arrêtez de mettre les gens. Ils ont des réactions qui sont tout à fait normales. C'est pas parce que on souffre d'entente de voix, qu'on a peu importe le diagnostic, qu'on va pas faire exploser aujourd'hui, mais
c'est de se dire, mais arrêtez de tout mettre. On n'est pas que des malades. On a beaucoup de souffrances, peut-être. On n'est pas des malades. Et du coup, bah, t'entends, c'est pas t'entends, c'est tout le temps que je rappelle que bah, y a du bon sens, simplement. Et que si on enlève cette étiquette de malade, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas enlever le fait qu'on souffre et qu'on a peut-être une problématique à cause des voies, à cause des phénomènes, ou à cause de la vie de merde qu'on peut vivre à tel ou tel moment. Mais que quand, si à chaque fois il se détache, bah, il trouve peut-être des solutions qui sont, mais d'une simplicité même, là où il se complexifient les choses, ou qui veulent tout rendre sous terme de maladie. Alors petit à petit, bah, les portes s'ouvrent à moi, voilà, et je souhaite que d'autres entendeurs ou d'autres personnes se fassent ouvrir les portes. Mon dernier combat, c'est, j'espère le gagner, c'est pour les situations de crise. Voilà, on dit quand d'un seul coup, les urgences, les ceci, les cela, mais là, il faut mettre des doses à fond, il faut mettre sous contention, il faut faire des picousses, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, je veux bien. Mais avant tout ça, si déjà il y avait une discussion. Parce que même en état de crise, on est capable d'entendre certaines choses si, en face de nous, là aussi, il y a un interlocuteur qui n'est pas en train de nous dire, mais ils sont en train de péter un plomb. Mais si simplement l'interlocuteur nous dit, mais voilà, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens? Eh bien oui, peut-être qu'on va pouvoir faire descendre la pression, que les gens vont se sentir un petit peu mieux, qui, même si le tout sécuritaire oblige, ou que les gens sont obligés sous ce prétexte-là d'enfermer les gens, mais que les gens se sentent en tout cas moins mal à être enfermés, plutôt que vivre l'horreur. De temps en temps, il y a des choses mais qui sont aberrantes. Il y a dernièrement, dans une clinique où je vais régulièrement, alors je vous en parle parce que je n'ai pas demandé à l'avis de la clinique d'en parler, mais j'ai demandé à la dame à qui c'est arrivé et qui en discuté. Il y avait un patient qui était un peu agité, pour prendre le terme, c'est ce qui a été dit, et qui a pété un plomb. Il a agressé d'abord une dame qui l'a très mal vécu, mais aussi vite après, il a agressé quelqu'un de personnel. Et là, c'était le combat de combat. Parce qu'il s'est retrouvé aussi vite sous contention, mais elle en a souffert énormément, parce qu'elle s'est fait agresser, mais après, elle a vu que lui se faisait mettre en contention. Et de par son histoire et de par les voix, parce qu'elles peuvent lui dire, elle s'est sentie coupable de ça. Et elle a pété les plombs. Et là où il y a des cellules de crise qui ont été mises en place pour que le personnel puisse en parler, elle, personne n'a été la voir. Elle a pété un plomb, et elle s'est retrouvée sous contention. Et moi, on me dit, mais Vincent, voilà, ça recommence. Et je vais simplement la voir. Et là où, pour moi, elle n'a pas pété de plomb, elle a peut-être une réaction normale à quelque chose, je lui dis, alors qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, mais voilà, je suis fautif parce qu'il s'est fait attacher à côté. Je dis, attends, t'es fautif, il s'est fait attacher, explique-moi mieux, voilà. Et petit à petit, j'apprends que là où, quand moi je suis arrivé dans le bureau infirmier, on m'a dit, tiens, il y a un tel qui s'est fait taper dessus, il est en arrêt, et tout le tintouin, et tout le circuit qu'on met en place, d'en parler entre nous, d'en reparler après, mais elle, là-dedans, il n'y a personne qui a pris le temps de l'écouter. Et pourquoi elle a pété un plomb? Pourquoi elle a fait une crise? Pourquoi elle a fait... Et qu'est-ce qui va lui parler? Alors, moi, on me dit toujours, c'est exotique. Vincent, tu tombes dans les services qui sont spéciaux. Mais prenez l'exemple, écoutez les entendeurs, ou n'importe qui est en souffrance partout, c'est comme ça. Alors moi, on m'a proposé d'être embauché dans les hôpitaux. Je veux pas. Alors, je suis payé, quand j'y vais en tant qu'intervenant, mais même dans les services qui existent pour l'établissement, que je connais, pour moi, l'établissement, c'est tout le monde au même niveau. Le psychiatre, l'infirmier, la SH, la personne qui est en souffrance, c'est tout le monde. Mais entre les beaux discours de l'établissement et ce qui s'y passe réellement, c'est une structure pyramidale.
Et comme j'ai pas envie qu'à un moment je sois sous la contrainte d'un salaire qui me tombe exclusivement par eux, où je devrais pouvoir me taire à un moment, ou devoir me taire, moi j'ai pris l'option de. Ça me laisse une liberté. Mais il faut continuer à bousculer. Alors moi, là au début, je voulais mettre une bombe pour faire sauter tous les établissements qu'il y avait près de chez moi. Je me dis peut-être que si on détruit tout, peut-être que ça va changer. Mais je me dis après tout non, parce qu'il y a des nouveaux bâtiments qui sont construits, mais ce qu'il y a dedans, c'est la même chose qu'avant. D'accord, il n'y a plus les peintures qui s'écaillent, il n'y a plus des lits qui datent des années 50 ou 60, parce que les lits dans lesquels j'étais, c'était horrible. C'est peut-être tout beau, tout neuf, mais en fin de compte, les techniques à l'intérieur, ou les méthodes, ou les soins. Les soins, c'est la variété de médicaments qu'on peut utiliser. Et maintenant, il y a... Alors, moi, j'ai pris le parti d'y aller. Voilà. Je mets en place des choses, mais je ne les mets pas tout seul en place. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui sont derrière moi. Il y a d'autres associations, il y a d'autres gens qui sont en souffrance. Il y a de plus en plus de patients, d'usagers, de clients qui commencent à oser dire, parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on fait notre mini-révolution. Or, ça avance doucement, mais si la psychiatrie n'est pas prête à nous suivre, si elle est en incapacité, si elle ne sait pas, si elle est bornée, eh ben, il faut qu'on arrive, nous, à les former. Il faut qu'on arrive à les faire bouger. Voilà. Si on prend le pouvoir sur notre vie parce qu'on a décidé d'arriver quelque part où on se sent bien, si on prend le pouvoir sur notre vie parce qu'on a envie d'être heureux et qu'on a envie de faire telle ou telle chose, et que dans notre parcours, il y a la psychiatrie, parce qu'on ne peut pas faire autrement pour X telle raison, parce qu'on en a besoin pour X telle raison, et qu'elle n'est pas adaptée, et ben nous, on ne va pas les bourrer de neuroleptiques, mais on va être des gens humains qui vont leur parler, qui vont leur expliquer les choses. Et puis du coup, moi qui étais anti-psychiatrique avant, j'aime toujours pas ça, mais je suis plus anti, je collabore avec eux. Et je me dis que, ben oui, de temps en temps, ça peut être des super outils. Des outils, certes humains, parce que je veux pas non plus les déshumaniser, comme moi on m'a fait en mettant une étiquette de schizophrène, ou de fou, ou d'aliéné, ou de malade dangereux, ou de mec qui explose pour rien. C'est aussi à nous à les former, petit à petit. Il faut, j'irais prendre le pouvoir. Il faut, c'est la force de l'association, c'est la force de réseau, c'est la force de faire bouger les choses. Il faut oser dire de façon intelligente, il faut oser avancer, il faut savoir expliquer. Alors expliquer, c'est pas obligé de tout raconter, de tout. Hein. Moi, mon psychiatre, je vais pas raconter tout sur mes voies, maintenant il le sait. Mais à l'époque, surtout pas, parce que... Mais y aller, mais dire pourquoi. Savoir expliquer pourquoi. Mais surtout ne jamais se dire que je dois obéir ou je dois faire. On peut discuter. On est deux, et si lui n'est pas capable de se mettre au même niveau que nous, ben, il faut un peu le forcer. Et il faut peut-être jouer les bébêtes pour qu'il se rende compte que bah, lui, il est peut-être un peu bébête aussi. Voilà. Et que du coup, bah, on met le rapport au même niveau, et qu'à deux, dans ce cas-là, on puisse avancer. Et puis, leur dire aussi que bah, ils ont peut-être à apprendre des experts d'expérience. J'ai entendu parler tout à l'heure des médiateurs santé père. Bah oui. Mais que là aussi, quand ils utilisent des experts d'expérience, qui les laissent experts d'expérience. Et qui ne nous demandent pas, parce qu'on rentre dans un service ou parce qu'on est embauché par un service, de faire autre chose pour lequel on est utile et pour lequel on est qualifié. Moi, qu'on ne me demande pas d'être psychologue, qu'on ne me demande pas d'être infirmier, qu'on ne me demande pas d'être psychiatre, surtout pas, qu'on ne me demande pas qu'on me demande pas d'être autre chose que expert d'expérience. Voilà. Et ça, c'est important aussi. Et du coup, si on nous dit, ben voilà, t'es là pour ça, et rien que pour ça, et qu'on s'y tient, et que nous-mêmes, on résiste à ne pas devenir autre chose, et ben c'est là où on pourra apporter tout. Et c'est là aussi où on emmènera avec nous d'autres gens qui sont en souffrance, qui ont un autre parcours, un autre début de rétablissement, ou un parcours de rétablissement, voilà, ou qui ne l'ont pas encore, voilà, mais qui du coup sentiront le souffle de « bah oui, c'est possible ».
oui, toutes ces maladies ne sont pas des maladies chroniques où on est foutu à vie, où ils se diront, mais en fin de compte, moi la stabilité je m'en fous parce que j'ai pas envie d'être stable, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureux. Et puis à force où on sera à un moment inarmé, et ben quand on sera inarmé, il arrivera peut-être un moment où les gens pourront parler de ce qu'ils vivent sans être jugés, catalogués, mis dans des cases, comme quoi on est schizo, bipolaire, fou, peu importe. Et qu'on prendra en compte vraiment ce qu'on vit, notre expérience, qu'on prendra aussi nos biens, enfin nos valeurs culturelles spécifiques, régionales, ou des pays d'où on vient. Voilà, parce que comment se fait-il que quelqu'un qui est entendeuse de voix en Afrique le vit bien, même si c'est parfois difficile, mais en tout cas elle a une vie sociale, elle a un boulot, et puis que quand elle arrive en France, parce qu'elle devient réfugiée politique, on la rend, on lui met une étiquette de malade, et que tout s'empire. Alors certes, il y a le fait qu'elle ait peut-être quitté aussi l'Afrique et se retrouve dans un milieu qui n'était pas le même, c'est sûr, mais en même temps, quand on lui met une étiquette de malade, on fait de nous des malades. Qu'on ait une étiquette de souffrance, oui, mais on n'est pas des malades. On est des gens en souffrance, qu'on peut aider, qu'on peut accompagner, mais qu'on ne doit pas figer dans des cases, en disant, mais tiens, lui, il n'a pas le droit à ça. Moi, j'arrête pas de leur dire, à l'hôpital, mais arrêtez de mettre des limites aux gens. Arrêtez de leur dire qu'ils ne seront pas capables, que pour lui, c'est pas possible. Moi, l'entente de voix, et je le dis maintenant parce que toujours le même psychiatre que j'ai formé, quand il y a Yann et d'autres personnes qui ont amené l'entente de voix à Armentières, dans la petite ville où j'habite, on a obligé mon psychiatre à donner un entendeur de voix, à donner pour cette formation un entendeur de voix. Et lui, c'était hors de question. Il lui dit, attendez, j'ai entendu, là, ils vont délirer entre eux. Il dit, moi j'ai déjà du mal à stabiliser les gens. Pas leur donner à quelqu'un pour qu'il soit... Et comme on lui dit, mais si, voilà, c'est le CCMS qui a demandé, bah, ok, bah dans ce cas, je donne Vincent, de toute façon, foutu pour foutu, il passe sa vie en HO, en HDT, enfin, voilà, il nous fait chier depuis longtemps, de toute façon, ça ne changera rien. Mais heureusement, ce jour-là, j'étais plus foutu. Parce que j'ai pu entendre parler de ça, j'ai pu rencontrer un autre entendeur qui m'a dit, mais attends, on n'est pas les cinglés, on n'est pas les fous, on n'est pas les seuls à entendre des voix. Pour la première fois, j'entendais quand même quelqu'un en face de moi qui était vivant. Et putain, le bonhomme, il dégage de l'énergie. Qui était vivant, qui me disait, mais t'es pas foutu, t'es pas schizo, t'es avant tout Vincent. C'est-à-dire qu'on me redonnait une identité. Au bout de 4 ans de psychiatrie, je me retrouvais à être Vincent. Non pas mon prénom, hein, mais vraiment moi. Et bien, ça aussi, il faut que les psychiatres, il faut que les soignants, il faut que les aidants, il faut que les familles le sachent. Que bah oui, il y a des gens qui s'en sortent. Que oui, on n'est pas des gens foutus. Et puis que les gens qui se rétablissent, je leur demande un petit effort. Parce que c'est vrai qu'après on a envie de foutre le camp de la psychiatrie. On n'a plus vite gravité autour. C'est un choix, et ça je le respecte tout à fait, chacun libre de sa vie. Mais de temps en temps, venez faire un petit coucou pour dire, eh oh, moi je suis passé par là, j'ai eu des souffrances, mais je m'en suis sorti, maintenant je suis quelqu'un d'heureux. Il y en a plein d'exemples. Et tu l'as fait hier, hein, mais voilà, et ça c'est super important. Parce que il est trop facile après pour l'institution de s'enfermer dans des idées de mais de toute façon ils s'en sortiront pas, mais normal, ils ne voient que les gens qui s'en sortent pas. Et dans le pire des cas, si quelqu'un disparaît, ils finissent par l'oublier qu'il a disparu. Au moins de faire une recherche inquiétante, mais il n'y en a pas. Voilà. Et du coup, ils sont toujours avec des gens voilà, qui sont des malades chroniques. Non, ils ne sont pas chroniques. C'est la psychiatrie qui les rend chroniques et qui leur enlève tout espoir de bouger. Et bien, à nous de dire, mais attendez, il y en a plein qui s'en sortent, pourquoi moi j'aurais pas le droit? Alors maintenant, voilà, vous n'y croyez pas, c'est votre croyance, vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Et moi j'ai le droit aussi. Maintenant, moi je veux bouger, je veux aller de l'avant, voilà, je veux faire ça, je veux arriver là. Et pour ça, j'ai des difficultés, ou j'ai une problématique là, où voilà, je voudrais mettre des choses en place pour pouvoir faire ça. Est-ce que vous pouvez me soutenir? Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. C'est moi qui vais faire, hein. Mais est-ce que vous pouvez m'accompagner, m'aider?
Et puis, ben, les psychiatres ne sont pas tous des cons. Enfin, j'espère. Non. Mais, eh ben, il va peut-être vous embarquer, puis... moi, il m'a vu évoluer, hein. Donc du coup, il s'est dit, ben, ouais, c'est possible. Il a encore du mal. Mais oui, c'est possible. Et alors, il y a un pôle, par exemple, où systématiquement, quand ils ont une première demande, enfin quelqu'un qui rentre dans la file active et qui dit qu'il est en train de voix, ils disent systématiquement, bah tiens, on va lui présenter quelqu'un qui fait partie du groupe d'entendeurs de voix, pour qu'il sache que bah oui, il n'est pas seul, qu'il y en a qui s'en sortent. Et puis, ils évitent maintenant de parler de chronicité. Ils essayent. C'est compliqué pour eux. Et là aussi, bah, c'est le rôle aussi des entendeurs, des médiateurs de santé père, de leur rappeler sans arrêt. Voilà. Nous, les entendeurs de voix, on change notre relation avec les voix. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas gérer, parce qu'on a été submergé, parce qu'on a du mal à vivre avec ça, parce qu'on a une histoire de vie qui peut être compliquée. On peut avoir comme moi des traumatismes dans l'enfance, puis après d'autres traumatismes qui... Voilà. Mais nous, on a dû faire un travail pour. Hein. Et bah, quand on transforme nos psychiatres, nos infirmiers, nos soignants, nos aidants, c'est-à-dire nos proches, ça les bouscule aussi. Mais je suis persuadé, et ça m'adresse à tous les autres, que vous aussi, vous allez faire votre parcours d'établissement, et que moi, de temps en temps, je vois maintenant des infirmiers, pourtant, je pense à une particulièrement, je ne pouvais pas me lire, qui était ignoble, qui était maltraitante. Et elle le dit maintenant. Elle me l'a dit. Elle ne le savait pas, hein. Elle ne s'en rendait pas compte. Mais elle a changé. Parce qu'elle avait des gens autour d'eux, dans la structure, qui ont changé. Et elle s'épanouit. Et là où avant, elle était maltraitante, parce que de toute façon, elle arrivait le matin avec un boulet, elle se faisait chier. Elle disait, mais ils vont encore m'emmerder, qu'est-ce qu'ils vont se passer? Voilà. Et où, du coup, bah, ils préféraient passer leur vie dans leur bocal à dire, oui, j'ai plein de paperasse à faire, on a de plus en plus de paperasse, oui, il y a de plus en plus de paperasse, ça c'est vrai aussi. Mais voilà, elle n'avait plus envie de contacter qui que ce soit, et peu qu'elle en avait, c'était pour les envoyer bouler. Voilà. Et bien elle change. Et maintenant, elle entend des choses qu'elle n'entendait pas avant, ou qu'elle ne voulait plus entendre, qui peuvent la bousculer, mais elle est heureuse, elle est épanouie. Et maintenant, on le dit, elle va au boulot avec le plaisir d'y aller. C'est plus une corvée. Et elle s'épanouit. Et d'autres s'épanouissent aussi. Alors, tout le monde n'est pas prêt, parce qu'un parcours d'établissement, que ce soit pour qui que ce soit, parce que l'établissement, c'est pas propre à aux gens qui souffrent en psychiatrie, mais c'est tout le monde, mais il faut le déclic. Et ben, si nous, on a eu le déclic pour nous, de se dire, bah oui, on peut bouger, oui, on peut avancer, oui, on peut changer les choses, oui, on peut vivre, oui, on peut être heureux, et ben, on peut aussi insuffler ce déclic aux autres qui sont dans la même souffrance que nous, mais aussi à d'autres qui sont dans des souffrances peut-être un peu différentes, mais c'est quand même de la souffrance, et moi je crois que tout le monde peut, voilà, mais aussi à nos proches, à nos médecins, à tout le monde, à la société entière, et dire que bah, voilà, on peut être tous être heureux, peut-être pas dans un monde des bisounours, parce que je ne fais pas trop d'illusions non plus, mais voilà quoi. Alors je vois Vincent qui me regarde son téléphone depuis tout à l'heure, de dire il est quelle heure. On s'arrêtera là. Si vous avez des questions, pour moi et pour Josette, il n'y a pas de problème. Moi j'ai connu la psychiatrie et c'est vrai que ça n'a pas seulement l'aspect carcéral, on dirait vraiment une prison. Les électrochocs, je trouve que c'est dépassé et ça crée des lésions cérébrales aux gens. Les chambres d'isolement, c'est particulièrement glauque. Toutefois, quelqu'un qui a vraiment un délire super important, qui par exemple va vouloir suivre une boule jaune sur l'autoroute et risquer de se faire tuer, comment est-ce qu'on gère la crise sans médicaments? Ça me paraît impossible, non? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? J'ai entendu parler hier des sauterias et je voudrais en savoir plus à propos à ce sujet-là. La deuxième partie des questions, je ne sais pas y répondre. La première partie, c'est déjà, pourquoi faut-il que ça se multiplie et que du coup ça vienne toujours de l'urgence? Il y a un moment où, si on fuit l'aide de la psychiatrie, c'est peut-être qu'il y a un malaise dans la psychiatrie pour qu'on ne veuille pas y retourner. Voilà. Et qu'on peut prendre les choses en amont. Et que quand ça arrive, peut-être que des traitements peuvent aider. Mais le problème, c'est que quand on rentre dans un traitement,
c'est généralement, alors c'est ma position à moi, j'engage personne d'autre que moi, c'est souvent des traitements à vie. Voilà. C'est toujours des doses qui augmentent. Et de toute façon, même quand on change de traitement, quand on s'en bat, on veut tout de suite, on va augmenter, on va arriver là. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse même pas dire, bah, peut-être qu'à moitié de dose, ça va être bon. Non, c'est d'office, on va vous mettre là-haut. Voilà. Et donc, moi, je suis rentré mais plein de fois. Je suis sorti plein de fois de l'hôpital. Et on m'a ramassé dans des conditions pas possibles. C'était les filles qui me retrouvaient sur un parking où j'étais paumé, où je me retrouvais parce que j'avais fui des gens qui me poursuivaient ou des blondes à lunettes de l'autre côté de la France et que ma voiture s'était arrêtée parce qu'elle était en panne d'essence. Et que c'est vrai que j'ai dû être dangereux parce que je ne me souviens même pas de la route que j'ai fait en voiture, il fallait voir l'état dans lequel j'étais. Et puis que voilà, il y a quelqu'un qui m'a ramassé sur le bord de la route et que je me retrouvais dans l'hôpital le plus proche, puis après transféré. Mais oui, mais avant de faire des crises qui, comme ça, voilà, il faut peut-être se poser des questions et peut-être anticiper notre crise. Mais pour ça, il faut que le dialogue arrive avant. Voilà. Moi, mon rêve, c'est pas de retourner dans un lit d'hôpital, en psychiatrie, même dans un autre lit d'ailleurs, mais dans un lit d'hôpital en psychiatrie. Voilà. Mais maintenant, avec nous d'entendre de voix, j'ai fait ma boîte à outils, qui est énorme. Voilà. Et la solution ultime, bah, c'est peut-être que, si vraiment, je me sens en danger, et ben au lieu de... Voilà, je vais demander peut-être quelques jours en institution. J'ai du mal à le dire, ça fait... mais en tout cas, c'est l'option extrême. Voilà. Mais c'est aussi une institution que j'aurais bougé, parce que je sais que si j'y mets les pieds, ça ne va pas être pour 1 mois, 2 mois, et puis si je me barrais, qu'on appelle n'importe qui pour dire « vous signez pour lui ?» Parce que moi je trouve ça aberrant. Moi une fois, un truc qui me choque pour les HDT, hein, c'est moi qui suis de l'extérieur, à un moment on vient me voir, on me dit « Vincent, il y a quelqu'un qui veut se barrer, on veut le mettre en HDT, tu veux pas signer ?» Mais je dis, pourquoi c'est moi qui l'ai signé? Je ne connais même pas cette personne. Je dis, c'est quoi? Je dis, soit vous assumez, vous faites quelque chose, mais arrêtez déjà de tout. Enfin, je trouve déjà que la SGT, c'est demander à quelqu'un d'autre, c'est vachement. Genre, c'est vous, vous démerdez, c'est vous qui avez demandé, comme ça, nous on s'en emmerde, on s'en va pas avec ça. Hein. Mais même dans la crise, voilà, même si, supposons qu'il faut des traitements, il y a aussi la dose qu'on lui met. Et puis si c'est une réponse que tout médicament et tout contention, moi je veux bien, mais je suis désolé. Hein. Ah mais il s'agite. Mais oui, mais je m'agite pourquoi? Parce que je sais que vous allez le mettre en contention aussi. Et que j'ai pas envie de me faire attacher. Et que j'ai pas envie de me rappeler des souvenirs où vous m'avez attaché des heures et des heures, où je me suis pissé dessus, et encore ça c'est le plus beau. Et où je me suis retrouvé dans une salle sans pouvoir me défendre de tout ce qui m'agressait, des voix, de ce que je voyais, tout seul, pendant des heures. J'avais beau crier, rien qui se passait. Comment voulez-vous qu'après, quand je suis un petit peu plus mal, je puisse ne serait-ce qu'aller voir quelqu'un qui, soi-disant, est là pour m'aider, pour lui parler d'une problématique? Pourquoi? Pour me dire, mais il va réagir comment? Il va tout de suite m'attacher? Il va tout de suite me maltraiter? Parce que pour moi, c'est de la maltraitance. Non, ok, si vraiment la personne est super mal, mais déjà, la première chose, c'est qu'on lui parle. Qu'on sache pourquoi elle est super mal. Parce que même quelqu'un qui est pour la médecine dans les délires, si on prend le temps de discuter avec, de demander mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Eh bien, il y a des choses qui vont de soi. Moi, dans le PSM où je travaille, et dans un autre où je travaille aussi maintenant, et qui sont les 2 ennemis de la région lilloise, ils ont la même formation. En cas de gestion de crise, voilà. Ils font leur plan. Et je dis, moi je dis, mais vous foutez de ma gueule? Mais pourquoi? Mais voilà, ils ont, dans leur plan d'intervention, ils commencent à parler. Parce que la personne va mal, est en train d'exploser. Là, ils commencent à la question qu'on leur demande de poser, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vivez là? Mais je dis, avant d'arriver à l'état de crise, ça veut dire qu'avant, vous n'avez pas les questions que vous posez normalement? C'est aussi tout ça qu'il faut changer. C'est vraiment que peut-être qu'il y a une situation de crise, on peut peut-être pas tout éviter, j'en sais rien. Voilà. J'ai pas la prétention de tout savoir. Moi, en tout cas, j'ai pas la prétention de tout savoir. Mais on peut
on peut éviter les choses. Si on en parle avant, s'il y a des choses qui ne sont pas taboues, s'il n'y a pas des réactions qui sont exagérées. Et puis même en état de crise, si on parle aux gens, si on prend le temps de parler, on peut déjà diminuer la souffrance. On peut faire en sorte que quelqu'un accepte l'inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer, ça ne veut pas dire que c'est... Mais voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Je trouve que c'est très bien, une question que vous avez posée. Pourquoi que c'était pas normal qu'on enferme les gens en isolement, en psychiatrie, tout comme ça? C'est pas normal du tout. C'est exact. Dites. Alors moi je pense, je sais pas, vous voudrez faire quoi dans ces cas-là? Mais faire quoi, c'est... si tu as, Émile, des gens autour de toi, des soignants, avec qui tu te sens proche, à qui tu sens en ouverture, c'est déjà de leur dire pourquoi tu n'aimes pas ça, ce que tu ressens, et ce qui te met dans l'institution. Pour que toi, tu puisses trouver des solutions et mettre des choses en place, avec peut-être l'aide d'autres, hein, mais pour en sortir, on ne peut plus y retourner. Mais si c'est tabou, si on est là en train de se dire on doit subir ça et on n'a pas le choix, automatiquement on rentre dans quelque chose qui est sans fin et on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas être heureux. Voilà. Et avant tout, c'est de trouver des gens de confiance autour de toi dans les soignants pour oser en parler. Moi, je vois hier, quand tu as parlé devant tout le monde et que tu étais super content, je veux dire, ça c'est ça, rien qu'y penser, tu as le sourire, tu vois. Et bah, voilà, c'est des choses fortes comme ça. Et bah, tu as des gens qui sont venus avec toi en plus, tu vois, bah, tu peux peut-être déjà en parler à eux, tu vois. Et puis du coup, tu te diras, mais tiens, si je suis dans l'institution, si je veux pas y retourner, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et est-ce que peut-être vous pouvez m'aider pour des choses et avancer comme ça, tu vois. Il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on a décidé de faire bouger les choses pour soi ou pour les autres que ça arrive comme ça. Il n'y a personne autour de nous, ni nous-mêmes ne sommes pas des mini-matis ou des Merlin Enchanteur avec une poudre ou en claquant les doigts on fait quelque chose, mais on peut faire bouger les choses petit à petit. Et le petit à petit, bah, il faut se souvenir d'où on vient et là où on veut aller et là où on est arrivé. Et moi je dis que peu importe, parce que moi avant je voulais toujours tout arrive tout de suite. Voilà, je veux que ça, je veux que ça. Et du coup je voyais pas les petits bonheurs qui faisaient que bah, je montais en joie et en bonheur dans ma vie. Et ben, si on n'arrive pas à voir tout de suite, mais qu'on met des choses en place, et ben on commence à récupérer un petit bonheur, un petit sourire de plus là, et un sourire là, et un sourire là. T'as vu? On pense au sourire et tu souris toi-même, tu vois. Et c'est comme ça que ben, petit à petit on arrive, et puis à force, puis ça nous nourrit. Hein. Moi, quand je suis heureux, je me sens plus fort pour plein de choses. Et puis ben, on monte, on est de plus en plus heureux, puis du coup, ben, à un moment, on arrive là où on veut. Puis quand on arrive là où on veut, ben, on se dit, en même temps, je veux aussi autre chose, voilà. Puis de temps en temps, on peut prendre un chemin pour aller là. Et puis, d'un seul coup, on se dit, bah ouais, bah, j'ai commencé à aller là, mais pour finir, c'est pas là que je veux aller là. Voilà. Et là aussi, c'est selon nos envies à nous. Parce qu'aussi, on ne doit pas rentrer, on ne doit pas faire selon les envies des autres. Je veux dire, moi, je me souviens, mon médecin, dès que j'étais un peu mieux, c'était systématiquement, ah ben, on va te remettre au travail. On m'a proposé un ESAT. J'avais franchement pas envie de travailler à ce moment-là, parce que j'avais encore plein d'emmerdes. J'avais eu 14 ans de merde, j'avais pas envie de me faire chier dans un truc où déjà j'avais promis une connotation horrible. Et néanmoins, j'ai été passer une journée d'enfer dans un truc, ça durait 3 heures, c'était éternel. Où on m'a dit que, voilà, on a parlé de tes capacités, de ci, cela. Et je me suis retrouvé, alors c'est marrant parce que c'est un peu une table comme ça, enfin c'est tout c'est un long truc, hein, mais il y avait des rigoles comme ça aussi. On l'avance, et ma seule tâche dans cette journée d'essai, c'était de... Alors j'avais une petite enveloppe, un petit sachet en plastique, et de mettre une feuille en carton dedans. Et l'opération d'après, c'était fermer. Et j'avais pas le droit, moi, en mettant la feuille, j'étais déjà dessus, hein, de fermer. C'est la personne d'à côté qui devait fermer. Mais il fallait que j'aille travailler, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, autant vous dire que je ne suis pas retourné. Mais voilà, c'est... alors, il y en a pour qui c'est épanouissant.
Et si ceux-là veulent... Non mais, moi je trouve pas ça épanouissant pour moi, mais les gens ont le droit de trouver ça bien, et il y en a qui trouvent ça très bien. Et tant mieux pour eux. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas mettre les gens dans la case que nous on veut. Pour moi, c'était pas la case que moi je voulais, mais les gens voulaient m'y mettre. Si maintenant il y a des gens qui aiment ça, eh bien ils ont le droit, moi j'ai pas les mêmes goûts que tout le monde. Mais on ne doit pas... Pour se rétablir, on ne doit pas faire en sorte d'aller dans les cases de là où les gens veulent nous mettre. On doit aller dans les cases où nous on a envie d'être. Et c'est vrai que souvent, je ne sais pas pourquoi, mais quand on a envie de vivre, eh ben on rentre dans beaucoup de cases de la société. Mais on peut garder un côté de marginalité, pourquoi pas. Voilà. Mais pourquoi nous aussi, quand on est issus de la psychiatrie, on doit faire plus et rentrer plus dans les cases que les gens qui sont dans la société de façon normale. C'est-à-dire que nous, on est malade psychiatrique, on doit rentrer dans 100% des cases. Il faut dire, voilà, vous devez faire ça, arriver à ça. Mais les gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas un parcours de psychiatrie, quoi que ce soit, on n'entend pas autant. Voilà. Et je dis non, si on veut avancer, et si nous, on veut se rétablir, il faut d'abord s'appuyer sur nos désirs à nous, sur nos envies. Et c'est ça qui nous mobilisera. Et vous pouvez essayer de... On peut rentrer dans n'importe quel cas que les autres souhaitent pour nous, on ne va pas trouver l'énergie pour y aller. On a d'autres choses pour vivre. Voilà. Ça, c'est encore un point de vue. Oui. Oui, Vincent, tu as dit une chose, tu as dit que dans l'institution hospitalière, tu avais obtenu le fait que les personnes qui vivent avec des psychoses puissent rencontrer un entendeur, c'est ça, hein? Oui, on essaye que le maximum ce soit possible. Oui, il y a un pôle dans le... Voilà, c'est systématiquement quand il y a un entendeur qui arrive pour la première fois, qui rentre dans la file active, et qu'il ait une petite phrase qui est cochée, comme quoi il a des hallucinations, systématiquement, il rencontre un entendeur de voix. Et c'est pas spécifiquement moi, c'est peut-être d'autres gens qui sont dans le groupe. Voilà. Je trouve ça... Génial. Je trouve ça génial et super important parce que... Et si en plus, on pouvait faire rencontrer aux parents ou aux proches de cette personne qui a des hallucinations, un entendeur de voix, je pense que ce serait aussi beaucoup aider la personne qui entend les voix. Parce que moi j'ai un fils qui a 20 ans et qui entend des voix depuis 1 an et demi. Et je peux dire qu'aujourd'hui, s'il ne prend pas de médicaments, alors qu'il avait vraiment des idées délirantes, il entend des voix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand il entend beaucoup de voix, il a aussi de la paranoïa. Et aujourd'hui, il ne prend pas de médicaments, pas de neuroleptiques en fait. Et c'est vraiment parce que j'ai rencontré très tôt un entendeur de voix, qui est Vincent. Et en fait, comme tout le monde, au départ, j'ai vu un psychiatre qui est venu à la maison et qui m'a dit très vite, il va falloir l'hospitaliser. Il prendra sûrement des neuroleptiques, mais ça ne peut pas se faire tout de suite, il faut attendre un petit peu. Je suis allée voir un deuxième psychiatre pour avoir un deuxième avis qui a dit à mon fils, moi qui m'a fait dégager, qui a dit à mon fils, t'as qu'à essayer de continuer à trouver du travail, on verra après. Donc déjà, c'était 2 avis complètement différents. Donc là, je me suis dit, il faut que j'écoute. J'ai écouté mon fils qui m'a dit, moi je suis pas fou, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital psychiatrique. Mais bon, c'est quand même très angoissant comme situation, vous le savez, j'imagine tous. Et surtout quand on a des amis qui vous disent, maintenant, il va falloir que tu fasses attention, qui tue personne. Et des petites phrases comme ça, c'est extrêmement flippant. Et puis quand on va sur les blogs, n'en parlons pas. Et moi, quand j'appelais Vincent, je lui disais, là, il va dans tous les sens, et puis il me dit ça, il a une idée complètement délirante. Et lui, il m'expliquait. Il disait, et du coup, d'avoir une explication sur ce que pouvait vivre mon fils, et puis même en lisant le petit livre sur les entendeurs de voix,
finalement, au fur et à mesure, j'ai dédramatisé. Et mon angoisse, c'était que mon fils aille à l'hôpital, prenne des neuroleptiques. Et en fait, au bout de 9 mois, mon fils m'a dit, j'ai envie d'aller à l'hôpital. Je veux prendre des neuroleptiques. Enfin, je vais aller à l'hôpital. Il m'a pas dit, je vais prendre des neuroleptiques. Il m'a dit, je vais aller à l'hôpital. Et donc, quand même, grâce à Vincent, je relativisais parce que j'ai fini par comprendre que c'était des stratégies qu'il cherchait. Il cherchait des solutions, en fait. Et je me suis dit, en fait, il veut aller à l'hôpital pour voir si on peut l'aider. Et c'était le cas, en fait. Il est allé à l'hôpital, il a essayé, et puis après, il s'est débrouillé pour sortir. C'était, en fait, c'est tout le temps des stratégies. L'entendeur de voix cherche à des stratégies, et ça fait peur jusqu'où il peut aller. Hein. Il y a eu des moments difficiles où il est rentré, il avait la bouche en sang. Il y a eu un moment aussi, la police m'a appelé. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que rien n'est, dans ces demandes, rien n'est jamais débile. Rien n'est jamais... Il y a toujours une solution, une raison. S'il est allé à la police, c'était encore une stratégie. Quand il avait les dents en sang, c'est parce qu'il avait dû confronter quelqu'un, mais il a dû se confronter par stratégie. C'est toujours des choses... il y a toujours... Et du coup, j'ai pris l'habitude de répondre à ces demandes. Moi, je pense que c'est un point important, répondre aux demandes de l'entendeur de voix, parce que ces demandes sont toujours justes. C'est toujours pour gérer une angoisse, pour diminuer une angoisse. C'est toujours une recherche de quelque chose. C'est toujours une stratégie intelligente. Et moi, mon fils, il m'a appris plein de choses. Il m'a appris à me calmer, à dédramatiser, à ne pas avoir peur de lui, à prendre mon temps pour lui, et à lui faire confiance. Voilà. Et donc, merci, Vincent. Je pourrais jamais te dire... Non, mais merci à toi pour avoir essayé d'avoir été à l'écoute, de comprendre de temps en temps, mettre tes peurs et tes craintes de côté, même si je sais que ça n'a pas été facile, que c'était beaucoup d'angoisse pour toi et de souffrance pour toi aussi. Et puis merci d'avoir fait confiance à Dwali. Je dis son prénom, je m'excuse. Mais merci parce que, voilà, c'est faire confiance à un entendeur, lui montrer qu'on l'aime, lui dire qu'il n'est pas fou, et se rendre compte qu'il n'est pas fou, qu'il met des stratégies en place qui sont super importantes, et lui montrer de l'amour comme tu viens de l'exprimer là. Tu vois, c'est dommage qu'il ne soit pas dans la salle. Dueli, tu peux venir ? Mais ne force pas à parler. mais voilà, je trouve ça génial, et c'est pas merci à moi, c'est merci au réseau, déjà, parce que je veux pas qu'on croie que je suis la seule figure d'entendeur qui soit rétablie. C'est vrai que je montre ma gueule, ma figure partout, voilà, parce que je veux faire parler les choses et je veux que ça bouge, mais je ne suis pas le seul. Voilà. Il y a Josette, l'année passée, il y a Jean-Michel qui a parlé, j'ai oublié ton prénom. Il y a Daniel, voilà, qui est rétabli, il y en a des tas qui sont rétablis. Voilà. Tous n'ont pas envie, mais comme tout à chacun n'a pas envie de s'exprimer devant un micro, voilà. Mais on est plein. Et merci aux gens aussi qui nous aident et qui nous soutiennent dans notre parcours de rétablissement, qui nous retirent cette étiquette de fou et qui essayent de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. Et c'est justement en comprenant pourquoi on fonctionne comme ça et pourquoi on agit de telle ou telle façon, et qu'on se sera peut-être en confiance pour vous en dire plus, et puis que nous on trouve des stratégies pour faire face à la vie, et puis à des tas de choses. Merci à toi aussi. Bon, merci. Dernière question, après on fait une petite pause d'une demi-heure, on met en place, comme ça on peut aller boire un café, manger quelques viennoiseries pour tenir jusqu'à 14h, et on prend à 13h les ateliers. Et la dernière question de monsieur. Oui, j'avais une dernière question qui a un peu répondu. Évidemment, ton témoignage et celui de Josette est toujours aussi émouvant, enfin, à chaque fois que je l'entends, et surtout riche, plein d'espoir, parce que je reste convaincu que c'est une question de temps pour chacun des entendeurs, mais qu'avec le temps, avec l'énergie, avec la volonté, avec de la patience, chacun peut faire son parcours et s'en sortir. Néanmoins, je vais volontairement me faire un peu l'avocat du diable, parce qu'il y a des parents dans cette salle, il y a des entendeurs de voix qui ont écouté votre parcours à tous les deux, ton parcours à toi qui est passé par l'hôpital psychiatrique,
et qui se disent peut-être, oui, mais bon, c'est beau tout ça, comme disent les professionnels, c'est les 20% qui sont sortis, mais à côté de ça, il y a quand même 80% qui s'en sortent pas. Donc, peut-être pour les rassurer, pour leur montrer, effectivement, leur donner de l'espoir, peut-être leur dire que non, que c'est beaucoup plus que les 20%, il y a peut-être, je sais rien, 50, 60, ou que chacun autour de la salle peut réellement s'en sortir. Toi qui participe, je ne vais pas dire qui anime, qui facilite un certain nombre de groupes d'entendeurs de voix, objectivement, puisqu'il n'y a pas vraiment de statistiques là-dessus, est-ce que tu peux nous donner des informations, des éléments sur l'ensemble des entendeurs que tu as accompagnés, que tu as rencontrés? Est-ce que tu estimes que chacun d'eux, parce qu'effectivement ils ont participé à ce groupe, alors qu'avant ils étaient en institut, ont progressé, sont améliorés, se sont rétablis ou sont en cours de rétablissement, ou est-ce que ça reste encore un petit nombre limité? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que c'est uniquement ta rencontre avec le réseau, donc la participation à des groupes, qui fait qu'aujourd'hui, tu es, comme tu dis, Vincent, et non pas le schizophrène de 200 kilos, etc., etc. Ou est-ce que d'autres actions, d'autres stratégies, d'autres thérapies, je ne sais trop quoi, à côté de ça, t'ont permis d'être aujourd'hui pleinement rétabli? Voilà. Ou est-ce que c'est uniquement la rencontre avec le réseau? Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rétablis? Sur quels critères je me base? Est-ce que je me base sur les critères de vous rentrer dans telle ou telle case pour dire que vous êtes rétabli? Moi, je vois ça en comment les gens s'épanouissent, et pas comment je le vois, mais comment eux me le disent, comment ils sont épanouis, comment ils sont heureux de vivre. Voilà. Et je crois que c'est le plus important. On n'a pas tous le même parcours de rétablissement. Moi, je suis peut-être une belle vitrine, mais il y a des gens qui sont tout aussi heureux que moi, qui ont encore des voix, qui les gèrent plutôt pas mal, mais avec des difficultés comme moi je peux peut-être en avoir encore, ou je pourrais peut-être en rentrer dans le futur, je n'en sais pas. Mais le principal, c'est qu'ils sont heureux, qu'ils s'épanouissent, qui renouent des liens avec les gens qui leur sont proches, et qu'il y a un contact qui se passe bien, et que voilà, il n'y a pas de parcours de rétablissement pareil. Alors, ça veut dire que, pour dire qui rétablit les pas, il faudrait mettre rentrer dans une liste et rentrer dans les cases. C'est ça qui me choque un peu, parce que c'est automatiquement, on veut que quelqu'un arrive à tel ou tel endroit d'office, pour dire, oui, s'il est à tel endroit, il est rétabli. Non, moi je me dis, non, s'il va là où il veut aller, s'il est heureux, s'il est capable de gérer la vie telle qu'il entend, sans que les voix lui posent problème, ou que les phénomènes lui posent problème, ou que la relation avec l'extérieur lui pose problème, ou ceci, cela, et que s'il est heureux, oui, c'est un parcours de rétablissement. Voilà. Et pour les parents qui souhaitaient, pour cet enfant-là, ou en faire, je sais pas moi, un ingénieur à la NASA, et que, non, il est, je sais pas, il est autre chose, voilà, mais qu'il est super heureux, voilà, et qui est loin de l'image de la NASA, c'est pas grave, pour le moment qu'il est heureux, voilà, mais ça c'est comme tout à chacun, pour tout parent, pour tout proche, on a des espérances pour nos enfants, ou pour ceci, mais le principal c'est avant tout qu'ils soient heureux, et c'est ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que j'ai eu d'autres choses que l'entente de voix? Moi, c'est grâce à l'entente de voix que j'ai eu le déclic de dire que j'étais pas foutu. Voilà. Maintenant, dans mon parcours de rétablissement, j'ai été obligé de chercher. Voilà, parce que voilà, je me suis sorti des voix, j'ai commencé à reprendre la vie. Moi qui étais totalement isolé socialement, j'ai dû reprendre contact avec la vie, et je ne sais pas tout de suite me mettre dans le milieu associatif classique, donc j'ai côtoyé des gemmes, j'ai été un peu là, j'étais un peu là, voilà. Mais il y a plein de choses qui mettent là. Toute la vie d'un entendeur ne tourne pas autour de l'entente de voix. L'entente de voix est quelque chose de très important. On met des choses en place pour vivre, mais quand on se libère des voix, ou quand on gère des voix, ou quand on fait des choses pour vivre avec, ça nous libère du temps pour faire autre chose, pour vivre d'autres choses, mais auxquelles on n'est peut-être pas toujours habitué. Voilà, on redécouvre des émotions, on redécouvre des choses auxquelles on n'est pas habitué. Donc on redécouvre.
Et donc, bah oui, mais après, voilà, c'est un levier comme tout le monde. Puis par contre, le rétablissement est-il en fin de compte un jour fini? Je sais même pas, parce qu'on doit toujours se rétablir de quelque chose, peut-être, et voilà. Même si moi je m'estime peut-être, et là encore c'est le valeur de jugement que moi je mets, mais peut-être mieux rétabli que la majorité des gens de cette salle, par exemple. Enfin voilà. Mais oui, automatiquement, le rétablissement, c'est pas que les voix. Les voix en font partie, surtout quand ça nous concerne et quand on en souffre et quand voilà. Mais il y a aussi, mais il faut d'autres outils, voilà. Est-ce que quand tu dois te rétablir parce que tu t'es engueulé avec ton patron et qu'il t'a poussé une gueulante dessus pour rien ou injustifié ou pour pension injustifiée, est-ce que le seul truc c'est de travailler avec ton patron pour faire changer ton patron et puis voilà et faire un travail avec ton patron comme si c'était une voix? Non. De temps en temps, c'est d'aller avec tes potes au bistrot d'en face boire un coup. Bah oui, ça c'est une autre technique. Voilà, et c'est pas les voix, c'est autre chose. Ou de temps en temps, c'est de dire ah bah tiens, je vais aller voir tel ou tel pote pour discuter avec, ou tiens, je vais aller voir du cinéma ou aller là. Voilà, c'est pas toujours propre à l'entendre de voix. Voilà, c'est aussi d'autres choses pour dire que bah oui, on vit, on est heureux, on s'épanouit, puis du coup, ça nous rend plus fort pour avancer encore sur d'autres choses, sur les voix, sur voilà. Merci. Merci à ça. On faisait une petite pause café? Ok. Alors, excusez-moi, en fait, on a changé de programme par rapport à ce que je viens de vous dire. J'ai une voix qui m'a dit qu'il fallait qu'on mange d'abord. Et du coup, ça nous laisse... et on fera les ateliers à 14h. Donc ça nous laisse plus d'une heure pour discuter, manger. Le repas est juste là-bas. Vous avez aussi une exposition photo dans